Vous savez, en tant que gestionnaire de patrimoine, nous travaillons sur deux classes d'actifs, les actifs financiers et les actifs immobiliers. On ne va pas parler de finance ce soir, même si vous le savez, il y a une nouvelle taxation qui va apparaître dans quelques semaines, la taxe flat, qui sera de 30%, qui pourra s'avérer intéressante pour nous, propriétaires de placements financiers. On n'en parlera pas. Moi, je vais vous parler en fait de l'immobilier, mais je voudrais juste savoir d'abord qui a fait et qui est propriétaire d'immobilier locatif. Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui a un appartement, qui a des biens immobiliers en location, professionnel ou pas? Allez-y, n'ayez pas peur. Hop, hop. Bon, allez, on va dire les 2/3 de la salle ont investi dans l'immobilier. Alors, pourquoi avoir investi dans l'immobilier? Pourquoi investir dans l'immobilier? Regardez, je vous ai fait un petit texte ici qui résume un petit peu l'intérêt de faire de l'investissement immobilier. Les Français sont les champions du monde. Lisez un petit peu ceci. En Allemagne, l'épargne s'élève à 17%, en France, 15%. 12 000 milliards d'euros, c'est le patrimoine financier immobilier des Français. Ça représente 5 années de PIB. 5 années de PIB, c'est énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que les Français, historiquement, ont toujours aimé faire de l'immobilier. Pourquoi également? Parce que l'immobilier, c'est le seul actif tangible qui se finance au travers du crédit immobilier. Or, plus les taux sont bas, plus les crédits sont lourds, plus c'est intéressant en termes de rendement. Donc le sport national en France, c'est l'immobilier. Et dans l'immobilier, on va trouver par contre plein de catégories. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, les Français, ce qu'ils connaissent, c'est l'immobilier classique. L'immobilier classique, ça représente 90%, 700 milliards d'euros d'actifs. C'est énorme. Ça, c'est tout ce que vous avez autour de vous. Les appartements, la défiscalisation, l'immobilier neuf, tout ce qui est immobilier classique, sauf l'immobilier commercial. On en parle très peu. Qui dans cette salle détient un local commercial? Il y en a déjà beaucoup moins. Les sociétés civiles de placement immobilier, une classe d'actifs extrêmement intéressante, n'est connue que les classes moyennes supérieures. Qui connaît ici les sociétés civiles de placement immobilier boutique pur commerce? Regardez, quasiment personne. Ça représente aujourd'hui 0,5% de la totalité de l'immobilier français. Il y a une règle. La rareté détermine souvent le prix et la qualité. Regardez ce qui se passe à La Réunion, la problématique de la défiscalisation en outrance. Beaucoup d'immobilier à la revente, peu d'acheteurs. Inadéquation entre l'offre et la demande. Je parle de tout ça parce qu'en fait, tout ça, c'est une réflexion que vous devez avoir sur la classe d'actifs immobiliers dont vous souhaitez être propriétaire. C'est bien de faire de l'immobilier, mais il ne faut pas faire nécessairement comme vos prédécesseurs l'ont fait. Tout est impermanence. L'impermanence, c'est le bouddhisme. Ça veut dire que tout change. Et vous l'avez remarqué, ces dernières années, la mécanique s'accélère. Tout bouge énormément. Donc il faut s'adapter. S'adapter pour survivre et pour réaliser de bons placements. Je ne suis pas en train de dire que l'immobilier classique ou la défisque, c'est mauvais, mais il y a des règles à respecter si vous ne voulez pas enrichir uniquement les gens qui vendent l'immobilier, si vous ne voulez pas vous appauvrir. C'est très important. Alors, la problématique, elle est où? La problématique, elle est déjà, on a un petit souci sur le rétro, voilà, c'est que la fiscalité, elle a évolué énormément. Je crois qu'il va s'éteindre, voilà. Ça, c'est la fiscalité telle qu'elle était il y a quelques années, en 1996, comme on dit dans mon pays, 96. Regardez aujourd'hui, 15,50 pour la CSG-RDS, cette fameuse CSG-RDS qui n'aurait pas dû rester normalement éternellement. Je vous rappelle qu'on va passer à 17,2%. Alors un petit rappel pour vous tous ici, c'est quoi la fiscalité sur les revenus fonciers? Très simple. Des revenus locatifs que vous percevez. Je rappelle qu'un revenu locatif moyen en France, sur de l'ancien, c'est 7%. Ça veut dire que j'ai 7 000 euros par tranche de 100 000 euros investis. C'est la moyenne. Revenu locatif duquel l'État vous dit, bien, vous pouvez déduire les intérêts de votre prêt, intérêts d'emprunt qui vont diminuer avec le temps, et charges que vous pouvez déduire du revenu locatif. Les charges, je vous rappelle, c'est entre 20 et 30% des loyers que vous percevez. Et là également, très grosse inflation des charges. Bâtiments, construction, taxes foncières, tout ça, ça explose. Résultat, vous vous retrouvez en général avec un gros résultat, ce qu'on appelle un bénéfice foncier. Et ce bénéfice foncier, messieurs, dames, vous le rajoutez à vos revenus professionnels, revenus du travail,
ce qui va vous faire monter éventuellement au niveau de votre tranche marginale d'imposition. Et la tranche marginale d'imposition, elle dépasse parfois les 40%. En ce qui me concerne, plus de 40% de tranche marginale plus 17,2% de CSG, pas besoin de faire maths sup, ça fait presque 60% d'impôts. Ça veut dire que vous avez ici des gens dans la salle, que je connais, qui paient sur leur revenu locatif 60% d'impôts. Et si on rajoute à ça le fameux IFI, eh bien on rajoute. Et si on rajoute à ça les charges, eh bien il reste très peu de trésorerie. Résultat, vous avez des gens qui détiennent à la sueur de leur front, après 15, 20, 30 années de labeur, un patrimoine qui commence à vaciller, qui ressemble un petit peu à la tour de Pise. Et là, c'est un problème. Parce que transmettre ça à vos enfants, c'est un cadeau empoisonné. Ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de réfléchir et d'anticiper. Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres classes d'actifs immobiliers moins fiscalisées? Est-ce que je dois conserver un bien immobilier en revenu foncier classique, in fine, très tard? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à le revendre à un moment donné quand ma pression fiscale augmente et à passer sur autre chose? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à optimiser ma fiscalité sur les revenus fonciers autrement que par de la Pinel? La Pinel, la Gérardin, ça ne sert à rien. Il y a d'autres méthodes, mais que vous ne connaissez pas. Les gens vont toujours au même endroit, c'est humain. Vous voyez vos amis, vos voisins, et vous faites comme eux. Attention, je ne dis pas que la Pinel c'est mal, je dis qu'il y a d'autres solutions. Ce bénéfice foncier, sachez une chose, on va en reparler, vous pouvez l'annuler complètement. Ces 60% de pression fiscale, vous pouvez les mettre à zéro. On peut annuler ce revenu foncier. Comment? Et par exemple en faisant du déficit foncier. Alors, bien sûr, vous savez, certainement d'entre vous, le déficit foncier, c'est des travaux. On ne va pas s'amuser à faire des travaux tous les jours, tous les ans, dans ces bâtiments, dans ces appartements. Mais il existe d'autres solutions permettant de générer du bénéfice foncier en développant son patrimoine. Donc, ce que je veux voir avec vous maintenant, c'est vous donner quelques exemples, un peu de lisibilité sur ce qu'est l'immobilier autrement que par les revenus fonciers. Merci. Ça, c'est votre appartement que vous achetez dans l'ancien. Quasiment tous les gens ici qui ont de l'immobilier, c'est de l'ancien. C'est neuf au début, mais ça vient ancien. C'est ce qu'on appelle la fiscalité des revenus fonciers. C'est ça. La 2044. La déclaration de revenus fonciers 2044. En moyenne, je l'ai dit, le revenu foncier médian, c'est 7% de rendement par an. Je me suis basé ici sur un exemple pour tous mes immobiliers. Je pars sur un investisseur avec une tranche marginale de 30, marié, 2 parésies. Cette personne ici, sur un rendement locatif de 7%, soit 1160 € par mois de revenus bruts encaissés, on part sur un bien immobilier qui vaudrait 200 000 €, va générer en charge, en moyenne, c'est des charges médianes françaises, copro, syndic, frais de gestion, provision sur travaux, copropriété, charges foncières, etc., assurance, 3 800 € de chiffre d'affaires. On va rajouter cette fameuse notion de bénéfice foncier à ses revenus et on va obtenir l'impôt et la CSG qu'elle va devoir payer. 4 000 €. Il va donc lui rester, pour vivre, pour sa retraite par exemple, 6 000 €. Il lui reste 6 000 € de revenus pour sa retraite. Donc elle a lâché, on va dire, globalement, 60% en charge et en impôt. Maintenant, nous avons ici un investisseur qui connaît, qui a la chance d'avoir connu un autre produit qui s'appelle la SCPI, de Mur Commerce, qu'on appelle une SCPI de rendement. Alors une SCPI, très rapidement, c'est une super SCI, contrôlée, encadrée par l'autorité des marchés financiers, par les commissaires aux comptes, par des experts comptables. C'est un véhicule d'investissement professionnel, ça existe depuis 60 ans passés. Et pourtant, vous ne les connaissez pas. Mais elles existent et elles sont accessibles à vous comme à moi, à crédit ou au comptant. C'est de l'immobilier commercial détenu par une société qui le gère, qui l'entretient, qui le pilote et qui le loue à des entreprises au travers de baux commerciaux. Vous allez trouver là-dedans un Jumbo Score, mais pas ici, il n'y a pas de SCP à La Réunion, c'est en métropole, des Carrefour, vous allez trouver des champs médicalisés, vous pouvez trouver des centres de logistique Amazon, vous pouvez trouver des bureaux, vous pouvez trouver des parkings, des garages de stationnement à Paris intramuros, bref, de l'immobilier commercial, magasins alimentaires, bricolage, etc. Ce propriétaire détient des parts. Qu'est-ce qui se passe?
fais une marche arrière, non, je reviens. Voilà. Ces loyers pour un rendement de 6,2%, donc on a un rendement médian plus bas, 6,2%, qui est constitué de la distribution que fait la société civile aux investisseurs. Donc c'est du net, il n'y a pas de charge, c'est distribué tous les ans. Ça représente, pour 200 000 euros toujours, 12 000 euros de revenus. Charge, zéro. Impôt CSG, pareil, on est dans les revenus locatifs fonciers, on la calcule, 4 000 euros. Et on regarde, cette personne reçoit une distribution régulière de revenus, elle n'a pas bien sûr à gérer l'immobilier, c'est géré par des professionnels. Ça fait 31% de revenus distribués en plus sur une année. Je continue ma petite découverte. Et je vais maintenant dans une autre catégorie d'immobilier que vous connaissez peut-être. Alors j'aime bien faire travailler les gens. Qui connaît l'immobilier en BIC, ce qu'on appelle les BIC. Ça n'a rien à voir avec un BIC comme celui-là, mais qui a déjà fait du BIC, du loueur meublé? Loueur meublé non professionnel, ça parle un petit peu. Malheureusement, très peu de gens. C'est de l'immobilier meublé, mis en gestion par un preneur à bail, une société de gestion, qui va vous apporter différents avantages. D'un point de vue fiscal, vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le régime de l'amortissement. Qu'est-ce que l'amortissement? Très simple. Si vous êtes un professionnel ou si vous avez une SCI à l'IS, vous amortissez, vous déduisez globalement, je simplifie à l'extrême, 4% de la valeur des murs tous les ans de votre résultat. Ça veut dire qu'ici, si je suis avec un appartement meublé géré par exemple ici une résidence service senior en région parisienne gérée par une société de gestion qui me verse un loyer régulier, eh bien, je peux déduire 4% de la valeur de mes 200 000 euros tous les ans. Je déduis 8 000 euros ici. Résultat, je peux neutraliser totalement mes revenus fonciers. Ce n'est plus d'ailleurs des revenus fonciers, on est en BIC. Et je me retrouve avec un résultat fiscal à zéro. Et là, j'ai beau être sur une tranche marginale à 30, devoir payer 17 de CSG, ben ça fait 47 fois 0, ça fait toujours 0. Donc, pour cet exemple d'investissement immobilier où le client a ici une... non, je suis au local commercial, j'ai du mal avec cette télécommande, je fais une marche arrière, voilà. Le rendement ici est plus faible hein, dans l'immobilier classique, 4,6%, 780 euros par mois toujours pour un immobilier à 200 000 euros. Un loyer plus faible que tout à l'heure, des charges beaucoup plus faibles puisqu'on est dans une relation avec un bail commercial. Le bail commercial n'a rien à voir avec les bons locatifs 369. On a d'ailleurs ce qu'on appelle une obligation de résultat et non plus une obligation de moyens. Une fiscalité qui n'existe plus grâce au régime des BIC, accessible à tout le monde. Résultat, plus 37% de revenus par rapport à l'immobilier classique. Si vous avez compris ça, vous avez compris que dans la durée, payer moins d'impôts ou ne pas payer d'impôts, c'est très intéressant, c'est une recette. Je continue et je reviens dans la famille des SCPI. Cette fois-ci, c'est toujours une société civile de placement immobilier, mais elle investit ailleurs, elle investit en Allemagne. Dans cette salle, il y a des gens qui viennent de Maurice. Et dans cette salle, il y a des Français qui investissent à Maurice. Pourquoi? Parce qu'en investissant à Maurice, on paie moins d'impôts. La fiscalité à Maurice est moins élevée qu'en France. La fiscalité en Allemagne, quelle est-elle? Qui connaît la fiscalité sur les revenus fonciers en Allemagne dans la salle? 15,8%. Quelle est la fiscalité pour moi à La Réunion? Ou en France, c'est pareil. 60%. Je suis propriétaire de parts de SCPI, c'est de l'immobilier commercial en Allemagne, à Düsseldorf, à Hambourg, à Berlin, etc. Mes rendements, mon rendement, il est ici de 4,6% net. J'ai mon loyer distribué, je n'ai pas de charge, bien sûr, c'est une SCPI. Et mon impôt est prélevé à la source, 15%. En Allemagne, en France, entre les deux pays, il existe des conventions de non-double imposition. Je paie mon impôt à la source en Allemagne, et derrière, je ne paie pas d'impôt une deuxième fois. Résultat, plus 53% de revenus par rapport à l'heureux propriétaire de l'appartement dans le classique en France. Imaginez sur 15 ou 20 ans la différence que ça fait. C'est légal. Les États-Unis, la fiscalité, 15%. Le Canada, un petit peu la même chose. Il faut utiliser la mondialisation. Ne la voyez pas comme quelque chose de négatif. C'est une opportunité. Nous travaillons. C'est de la diversification et c'est de l'optimisation. Et c'est légal et c'est normal. Je vais terminer sur ceci. Alors ça, c'est pas connu. Alors il n'y a personne qui le connaît. C'est du LLE,
local commercial équipé. J'en ai acheté à Tours. J'en ai acheté. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a un moving et il y a des kinés et un kiné infirmier. C'est des locaux commerciaux équipés avec le minimum syndical de mobilier. Ma fiscalité va ressembler quasiment à celle des BIC. Résultat, je vais pratiquer également le régime de l'amortissement. En sachant que d'emblée, j'ai un revenu qui est beaucoup plus important dans cette catégorie immobilière. Alors pourquoi? Parce que l'immobilier en France commercial, il est moins cher qu'à La Réunion. Si aujourd'hui j'achète un local commercial à Zac du Portail par exemple, je vais le payer entre 3 000 et 3 400 euros le mètre carré. À Tours, en zone d'activité commerciale, c'est 2002, 2300 euros. Et c'est la même chose. Sauf qu'il y a plus de locataires a priori. On est sur une ville assez importante. Mes loyers, 13 000 euros. Mes charges sont très faibles. On est dans du local commercial, donc taxe foncière, copro à charge du locataire, du professionnel. C'est un bail commercial. Je vais quand même avoir un petit résultat imposé, malgré le régime de l'amortissement, mais je ne vais payer que très peu d'impôts et de CSG si je compare à l'immobilier classique. Résultat net, 11 000 euros. Je rappelle, j'avais 6 000 avec 200 000 euros tout à l'heure. Je double mes revenus. Ça veut dire combien? Ça veut dire 500 euros en plus par mois pour la retraite. Je fais 90% de résultats en plus que l'immobilier classique. Une des règles importantes quand on fait du patrimoine, c'est la diversification. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, dans les mêmes familles immobilières, ni jamais au même endroit. Faire tout à La Réunion, excusez-moi, mais ça revient à jouer à la roulette russe. Hein, on est sur une planète, il y a plein d'opportunités. Je vais continuer et je vais terminer par ceci. Vous connaissez tous la Pinel, je ne vais pas revenir dessus, elle est là. Hein. C'est un dispositif qui va continuer, vous aurez encore des opportunités. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, on ne revient pas là-dessus. Le risque de la Pinel, vous le connaissez, c'est la sortie de l'opération. Vous l'avez compris, garder une Pinel in fine à terme pour en faire du revenu retraite, c'est pas très rentable. Le rendement moyen, ce que nous appelons le TRI, taux de rendement interne, triple net, net de charge, net d'inflation, net de fiscalité, il ressemble à un produit bancaire de base. Aucun intérêt. Ne vous enrichissez pas. Faire une défisque, ça sous-entend être capable de la revendre à 10, 11 ou 12 ans, au prix où on l'a acheté. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord? Bon. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous avez également, et vous devez, regarder ce qui existe. Mais vous ne les connaissez pas, ces solutions. Et c'est normal, car c'est la jungle. Et puis, ce n'est pas votre métier. Les solutions, elles existent, elles sont là. Regardez. Quelques exemples rapidement. La SCPI Malraux, la SCPI Monument Historique, la SCPI Déficit Foncier. Ce sont des véhicules d'investissement existants pour certains depuis 30 à 40 ans. Ces dispositifs Malraux, Monuments Historiques, ont permis la rénovation des centres historiques de Bordeaux, de Lyon, de Rennes, de Nantes, de Toulouse et de Paris. Ils sont connus. Vous pouvez investir dans ces véhicules 10 000, 15 000, 20 000 euros, les financer à crédit ou pas, et bénéficier d'avantages fiscaux qui n'ont rien à voir avec les dispositifs conventionnels. Exemple, la SCP Malraux, on parlait d'un plafond à 18 000 euros. On ne peut pas, avec un investissement d'Om-Tom, défiscaliser plus de 18 000 euros. Avec le dispositif Malraux, c'est 120 000 euros. 120 000 euros. D'accord? Plafonné sur 4 ans la répartition du chantier. Je fais les synthèses, hein, j'accélère un petit peu. La SCP Monument Historique, il n'y a pas de plafond. Vous êtes chef d'entreprise, vous devez vous distribuer 200 000 euros de résultats exceptionnels tous les 5 ans pour vivre, et là-dessus, vous lâchez normalement 40, 50, 60 000 euros. Aucun problème. Le dispositif vous permet d'aller totalement défiscaliser les revenus professionnels. La SCPI déficit foncier. Vous êtes dans cette situation, vous avez l'immobilier. Et vous aimez votre patrimoine immobilier, vous ne voulez pas vous en défaire. Mais vous avez cette fameuse pression fiscale de 40, 50, 60%. Et bien on peut neutraliser cette notion de bénéfice foncier par du déficit foncier. C'est quoi une SCPI déficit foncier? C'est un véhicule d'investissement qui achète par exemple sur Paris, Grand Paris, des immeubles haussmanniens, qui les rénove. Dans une part à 1 000 euros, prenez une part, il y a 500 à 650 euros de travaux. Et ces travaux, vous les mettez en face de vos revenus fonciers et vous les annulez, y compris la CSG. Ce véhicule, il a un désavantage, c'est un des seuls que je lui trouve, c'est qu'il faut y rester pendant 15 à 17 ans.
ça n'a pas de valeur, ce n'est pas monnayable. Vous avez un gros avantage fiscal, vous avez une redistribution d'une partie des loyers, le rendement va s'apparenter à celui d'un contrat d'assurance vie de base actuel, et la SCPI, c'est statutaire, on s'appelle Jean-Marc Meunier ou Rothschild ou qui que ce soit, c'est pareil. La SCPI, au bout de 17 ans, revend le patrimoine à la découpe. Il y a en général, on est sur des localisations de premier plan et sur des immeubles de prestige, des plus-values sous-jacentes. Les gens récupèrent leur capital avec le potentiel de plus-value, ont bénéficié d'un rendement locatif éventuel et ont un gros avantage fiscal. Mon petit avantage fiscal, ça dépend de la solution qu'ils ont eue. Sinon, il existe toujours les mêmes dispositifs Malraux, monuments historiques ou déficit foncier en pleine propriété. C'est-à-dire, j'achète clé en main une solution, par exemple un appartement avec un budget de travaux, packagé avec une solution clé en main. L'avantage, le jour où le dispositif se termine, où j'ai défiscalisé, puisqu'en fait la détention est de minimum pour la Malraux 9 ans et pour le déficit foncier 3 ans après être passé en revenu foncier positif, je peux revendre. Je peux l'utiliser si je veux l'utiliser, par exemple la Canouanis pour bénéficier de vacances, ou je peux le passer dans une autre catégorie, les BIC, en le meublant, pour ne plus être en revenu foncier, pour faire de la retraite. Le dispositif monument historique et Malraux en pleine propriété est intéressant, mais il offre quand même des désavantages par rapport, entre guillemets, au risque de redressement fiscal et au risque de montage. Autant les SCPI sont des véhicules extrêmement sécurisés et encadrés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, autant l'immobilier en détention directe en Malraux et MH est sujet à plus de sensibilité. Attention également, et là on est sur des fondamentaux, ne jamais acheter un bout de château ou un monument historique mal situé. L'emplacement, c'est essentiel. Vous avez ensuite des dispositifs ici qui existent et qui sont archi connus à La Réunion. Mais je voudrais juste savoir, tiens, qui a déjà fait ici de la Girardin industrielle, l'article 199 du Code général des impôts? Qui a fait de la Girardin industrielle? Non, mais je suis certain qu'il y en a qui l'ont fait, c'est pas possible. Alors, tous les véhicules que vous voyez circuler, c'est Carjo. Les scanners, les IRM du centre hospitalier qui se trouve dans l'Est. Les machines-outils sur la route du littoral. Tout ça, c'est financé par la Girardin industrielle. C'est quoi la Girardin industrielle? Eh bien, c'est un coup de pouce que tous ici nous pouvons apporter à l'économie des dom-toms. Jérôme Sinet a besoin d'acheter, ça ne marche pas pour toi, mais a besoin d'acheter un véhicule. Ce véhicule, c'est une société qui va l'acheter. Une partie de cette trésorerie nécessaire à l'achat du véhicule, ce sont des gens comme vous et moi qui vont l'apporter, globalement 30% des fonds. Le reste, nécessaire pour l'achat du véhicule, un crédit fait par une banque. Jérôme Sinet est locataire du véhicule et est caution solidaire sur le prêt d'ailleurs. Il va louer le véhicule, ce qui va payer et rembourser le crédit. Nous avons juste apporté un peu d'argent à cette société. Nous y restons 5 années. Au terme des 5 années, nous en sortons. Qu'est-ce qui se passe pour nous fiscalement parlant? Eh bien, nous allons bénéficier d'une espèce de quitus fiscal d'avantage. Je vais maintenant, par exemple, en fin d'année, apporter 8 700 ou 8 500 € d'argent à cette société pour qu'elle achète le véhicule qu'elle va louer à cette entreprise réunionnaise. Et au mois de mai l'année prochaine, l'État va me dire « vous ne me payez pas 10 000 €. J'aurais donc donné, abandonné, je ne reverrai jamais cet argent, les 8 700 € à cette société qui finance le véhicule, mais de l'autre côté, j'ai 10 000 € que je ne paie pas. Donc, 10 000 moins 8 700, j'ai gagné 1 300 €. Je gomme 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, voire 23% de mon impôt chaque année. Chaque année, c'est ce qu'on appelle le one shot. Ça existe également en métropole. Vous pouvez devenir propriétaire d'entreprises ou de parts de sociétés qui investissent dans l'immobilier avec création de richesse et création d'emplois. Ça peut être dans les Sofica, dans le cinéma, ça existe dans les fonds communs de placement innovants, les entreprises innovantes. Ces produits n'ont pas que des avantages, ils présentent bien sûr des risques. On est en France, on n'est pas dans Walt Disney présente, il y a des risques pour tout ce que je viens d'expliquer. Ça va du risque faible au risque moyen à élevé. Tout dépend de votre sensibilité, de votre capacité à prendre ou pas un risque faible, moyen, élevé. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de baguette magique, mais il existe des solutions. Il y a ceux qui les utilisent et ceux qui ne les utilisent pas. L'idée est de capitaliser une partie de l'impôt, en sachant qu'il est, pour moi, à mon sens, normal de payer de l'impôt, parce que sans cet impôt, tout ce dont bénéficient aujourd'hui les hôpitaux et les routes n'existerait pas. Donc il faut en payer, et c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai terminé. Je pense que maintenant c'est à toi, David, de clôturer et de terminer cette théorie.